Bienvenue au Polysécure, épisode adressé plus aux professionnels. Je suis avec Ingrid et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ça va et vous? Très bien aussi. Ce début d'après-midi pour vous. Oui. Et très ensoleillé, ce qu'on n'a pas ici, malheureusement. Donc, on va commencer. C'est le mois de la cybersécurité. C'est le mois où on essaie d'aider les gens autour de nous à mieux saisir qu'est-ce que c'est. Donc, plusieurs démarches sont faites pour peut-être des moyens techniques, mais sachant que vous êtes plus dans l'humain. Je crois que c'est un aspect qu'on n'aborde pas suffisamment, justement, le sensibiliser l'humain et l'aider à cheminer au lieu de dire que ton mot de passe est mauvais, change-le. Il y a d'autres approches et d'autres façons qu'on peut aider justement notre entourage à mieux vivre et mieux se protéger dans le monde du cyber. Exactement. Nous, on travaille beaucoup sur la prise de conscience de notre environnement. Donc, avec Alexandre, on essaye de faire comprendre que chacun est acteur de son écosystème. Et que comme la sécurité est l'affaire de tous, et ben nous, moins on veut d'ennui, plus on diffuse la bonne information et les messages d'hygiène informatique, et puis aussi sur les bonnes pratiques quant à l'information. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de confusion entre avoir des habilitations et avoir le droit d'en connaître. Donc, il y a des informations, comme tout ce qui touche au RH, qui concerne que le RH et le salarié. Parfois, le manager n'a pas à connaître certaines informations. Et ces distinctions, le fait aussi maintenant dans les pratiques, le fait que la vie personnelle et la vie professionnelle peuvent être confondues par moments, parce qu'on ramène du travail chez soi ou parce qu'on télétravaille. Là aussi, on se rend compte qu'il faut sensibiliser aussi la famille, les proches. Donc, c'est des messages plus larges que celui de l'organisation, de l'entreprise, du milieu professionnel. En fait, l'individu, il faut le prendre dans son ensemble quand on veut sensibiliser. Toutes ses vies. Toute sa vie, ouais. Oui. Parce que parfois, même sa vie cachée peut avoir des conséquences sur sa vie professionnelle. Ouais, vie cachée, c'est oui, oui, et c'est effectivement tout ça peut avoir beaucoup de conséquences. Surtout, on va prendre la vie à la maison où on laisse les enfants accéder à nos ordinateurs professionnels et peut-être mettre des merdes justement sur cet ordinateur-là qu'on ramène ensuite au bureau, par exemple, ou qui divulguent des éléments de notre vie, du personnel qu'on ramène au bureau aussi, qui deviennent visibles à des gens au bureau qui ne sont pas censés le savoir, là. Ou c'est des fois, on a un ordinateur portable parce que avant, on télétravaillait pas beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'avec la Covid, il y a beaucoup plus de télétravail. Et l'écran d'ordinateur portable peut être plus petit que le grand ordinateur connecté en ligne pour les jeux en ligne des gamins. Et puis, on va se dire, tiens, je suis plus à l'aise sur ce grand écran et cet ordinateur familial qui est connecté à plein de choses. Et finalement, travailler ces sujets pro et ces dossiers pro sur l'ordinateur familial est peut-être pas la meilleure des idées. Assurément pas une très bonne idée, là, surtout surtout comme nous, on travaille des dossiers qui sont un peu plus sensibles en général, donc amener ça sur le volet familial, même nos conjoints ne sont pas censés voir une bonne partie de ce qu'on fait aussi. Donc, tout ce mélange-là est dangereux pour la protection de l'information. Voilà. Et donc, là, en ce moment, avec Alexandre, c'est vraiment faire l'inventaire des pratiques, mais sans tabou. Alors, c'est là aussi où des fois, on explique, attention, pas de sanction, laissez-les s'exprimer. Et sans jugement. Sans jugement, voilà. Donc, en fait, nous, on soigne notre côté imperturbable, même si on entend des fois des grosses bêtises. Ok. Voilà, on est très poli et au contraire, plus la bêtise nous paraît énorme, plus on essaye de comprendre comment ils en sont arrivés là. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu un problème organisationnel. Et donc là, on dit, ah ouais, mais là, c'est l'organisation qui fait défaut. Donc après, comment on corrige le tir? Et finalement, on se rend compte que l'utilisateur final, certes, il est mal informé,
il a mal compris comment fonctionnait le numérique. Puis on se rend compte aussi qu'il sait pas. Parfois, il n'a pas les moyens de. Voilà, on lui donne pas les moyens. Puis il y a aussi le côté de l'information critique. Il ne se rend pas compte que l'information est sensible ou critique parce que pour lui, elle est normale, elle est sans importance, mais en fait, il se doute pas de comment elle pourrait être manipulée par quelqu'un d'autre ou détournée par quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on se rend compte que sans même avoir besoin de l'extérieur, c'est tous les mails qu'on envoie avec un fichier qu'on n'a pas nettoyé et qu'on les transférés à trop facile, où on diffuse trop d'informations. Et en fait, en fuite d'informations, on se rend compte en analysant les pratiques que la cybersécurité, c'est aussi faire attention à ce qu'on diffuse. Alors, si on sait fermer les portes, en tout cas, on lâche les fichiers Excel, mais c'est comme si les portes et les fenêtres étaient ouvertes pour la fuite d'informations. C'est assez parlant, un fichier Excel, toutes les métadonnées qui sont incluses, même fichier Word aussi, d'ailleurs, sont très... les métadonnées sont déjà un peu trop bavardes. Je trouve ça très intéressant de ramener justement comme ce que vous faites dans votre travail, de comprendre pourquoi l'organisation a échoué son employé, donc n'a pas aidé son employé à mener plus loin. Je l'ai vu à maintes reprises dans mon propre travail où on avait même une dame qui avait cliqué 8 fois sur un fichier infecté. Donc, elle s'est infectée 8 fois de façon, c'est juste fou. Sauf maintenant, on se rend compte que c'est peut-être pas la dame le problème. C'est peut-être la façon qu'on lui a expliqué. C'est peut-être la façon que son travail est monté qui mène qu'à cette personne-là. Finalement, elle nous a fini par expliquer, après 8 fois, on est allé la rencontrer. Là, elle nous a expliqué qu'elle doit ouvrir tous les fichiers qui lui sont envoyés. Donc, dès qu'on a reçu un fichier infecté, elle doit, dans son travail, l'ouvrir. Donc, on a un problème qui est systémique à ce moment-là, qui est organisationnel, qui est non la personne elle-même, qu'on aurait pu, après m'avoir trouvé qu'elle était un peu stupide. La réalité, c'est non, c'est l'organisation qui n'est pas consciente de ça. Et ça l'enlève aussi tout l'élément, parce qu'on traite souvent là, certains de nos pères vont dire que les gens sont le lien faible en cyber, les gens sont difficiles à corriger, et ainsi de suite. Donc, on traite l'humain comme étant une espèce basse qui comprend rien à tout ça, dans lequel, justement, il faut pas aller dans cette direction-là, il faut les amener à cheminer, et non à les corriger, mais à l'amener à leur donner les moyens, puis qu'ils puissent le voir. C'est facile de voir nos réflexes ancestraux. Quand on voit le serpent, on a peur, mais là, il faut trouver le même symbole en cyber pour aider à indiquer les gens qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui l'est pas, parce que c'est pas évident, c'est pas apparent là, ce qui est dangereux là. Et d'ailleurs, quand on observe les messages qu'on nous donne en sensibilisation, par exemple, quand on nous dit, il faut couper, il faut se déconnecter du réseau. Donc on dit, acte réflexe, se déconnecter du réseau, mais on ne dit pas pourquoi. Donc si j'ai pas le sens, comment veulent-ils que je retienne le geste que je dois faire? Donc à un moment donné, quand on dit pourquoi déconnecter du réseau, si on explique tout le cheminement et tout, la personne, elle retient qu'il faut éviter la propagation à tout le réseau de l'entreprise pour éviter l'hémorragie. Sauf que on lui dit pas. Donc en fait, il y a une information incomplète de l'utilisateur final. Et en fait, après, derrière, le RSSI ou la personne qui a fait la sensibilisation va me dire, mais c'est évident. J'ai dit, évident pour toi, pas pour l'utilisateur final. Parce que l'utilisateur final, lui, il a d'autres choses à penser que toi qui es focus sur ta mission, qui est dans l'informatique, qui est tech, c'est évident. Sauf que lui, en fait, il a même pas compris comment il était connecté aux autres. Il a même pas compris ce qu'était un réseau local. Il a même pas compris plein de choses. Enfin, pour beaucoup, le cloud et donc l'infonuage est encore quelque chose de complètement abstrait. Et ils comprennent pas comment ça se passe, comment ça marche, comment. Là, il y en a qui comprennent pas non plus une station blanche, comment ça fonctionne. Donc en fait, ils passent à côté et ils comprennent pas l'intérêt de la station blanche. Et en plus, ils se rendent pas compte que c'est pas non plus parfait une station blanche. Donc parce que tout dépend des mises à jour qui ont été faites sur cette dernière. Donc c'est
Oui, Voilà. ben c'est ça, c'est très intéressant. De toute façon, même je côtoie des spécialistes en sécurité ou en tout cas spécialistes, c'est un très grand mot dans le contexte, qui connaissent même pas le fonctionnement de l'info nuagique correctement. Donc, même les gens en TI ont de la misère à maîtriser comment l'info nuagique fonctionne. Comment ensuite on peut espérer qu'un employé qui ne travaille pas en TI puisse moindrement comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, c'est un peu un vœu pieux, ou en tout cas, ou même très farfelu à mes yeux qu'on puisse espérer que l'utilisateur va comprendre comment fonctionne l'info nuagique. Et en ce sens, c'est fou, mais en même temps, est-ce qu'on sait comment nos voitures fonctionnent? Est-ce qu'on sait comment la télévision fonctionne? Non, on fait juste appuyer, on consomme le service qui nous est offert. Donc, il faut que le service nous protège contre nous-mêmes, un peu comme l'automobile a fait avec les années. Il y a de l'éducation, mais il y a aussi des moyens qui sont inclus à l'automobile qui nous aident à être à moins nous tuer, là. Ah, t'es en train de dire que l'automatisation nous rend cons? Ouais, c'est pas faux. Je dirais pas jusqu'à con, mais insouciant. C'est-à-dire qu'il y a des raisonnements qu'on n'a plus. Et si on les a plus, à la fin, si je sais plus comment, je suis plus en capacité de me rendre compte comment ça marche. Donc, si je sais pas comment ça marche quand c'est normal, je peux pas remarquer un dysfonctionnement. Donc, finalement, je suis moins vigilant. C'est un des problèmes avec toute la sécurité qu'on a mis dans l'automobile, c'est la réduction de la vigilance. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. D'ailleurs, avec l'arrivée des coussins gonflables, la ceinture de sécurité, les gens ont commencé à avoir des gestes beaucoup plus téméraires sur la route parce qu'ils se sentaient plus protégés. Donc, ça a eu pas un effet nul, mais ça n'a pas eu l'effet autant désiré de protection, là. Ah, puis des fois, ça peut permettre de se faire secouer un petit peu, ça peut permettre des connexions pour certains. Ouais, en cyber, on n'a pas ce degré de brassage-là en cyber. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on regarde les choses. Ça vient. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a on travaille beaucoup sur la prise de conscience de notre environnement et que tout le monde n'est pas forcément bienveillant et que les choses peuvent être détournées et que de changer en fait l'angle de vue et quand on leur dit très bien, mais moi maintenant j'analyse les mêmes informations, en fait les questions de perception. Voilà, tu viens de me dire quelque chose, moi maintenant voilà comment je vais l'interpréter. Et ils se retrouvent couillonnous quand en fait ils se rendent compte qu'on peut avoir une interprétation qui peut leur être préjudiciable. Et en même temps, on leur dit, d'où l'intérêt d'avoir une information qui est claire, d'où l'intérêt des fois quand on dit qu'il faut minimiser les données. Voilà, et quand on dit la minimisation des données, c'est de la protection de l'information, mais c'est pas que de la cyber. C'est aussi à un moment donné, par exemple les imprimantes. Les imprimantes en réseau, on peut récupérer un paquet d'informations, mais pour eux, ils vont dire, mais non, mais si, tu as imprimé le document. Donc en fait, moi maintenant, j'ai un nouvel endroit où je peux récupérer l'information à laquelle je ne devais pas accéder. Et en fait, ils se rendent pas compte que tout ce qui est passé par l'imprimante, potentiellement, on peut récupérer. Donc, tant le scan que la copie. Enfin, que l'impression que la copie. Et par rapport à leur carte utilisateur, parce que dans les entreprises, voilà, on arrive avec notre badge et puis on imprime. Et moi, je dis, je peux ressortir tout l'historique de ce que tu as fait sur l'imprimante et toutes les imprimantes de l'entreprise. Et quand après, on les convoque parce qu'on leur dit, c'est toi qui as diffusé une information parce qu'il y a eu une erreur d'orientation, parce que là aussi, j'imprime pas sur la bonne imprimante, quelqu'un la récupère et diffuse une information. Et on lui dit, c'est toi qui as diffusé, donc je te sanctionne. Il est pas, voilà, le salarié, il est pas content, mais n'empêche qu'il peut pas s'en sortir parce que c'est tracé numériquement. La trace numérique, là aussi, est quelque chose qui est méconnu. Oui, mais ça, c'est un des aspects que je pense que les gens ne maîtrisent pas, justement, la trace, la façon dont tu la nommes, c'est-à-dire que ton identifiant, ton identité numérique te représente toi comme individu, donc tu as une responsabilité légale à celle-ci. Je pense que ce lien
lien légal, les gens ne le saisissent pas parce que si, comme la carte de crédit, c'est facile de savoir que ton numéro de carte de crédit est lié à ton compte. Donc, cette association-là est faite dans les têtes des gens, mais ton usager mot de passe sur le réseau, les gens ne font pas le lien que si c'est ça qui apparaît dans les transactions, ben c'est ton imputabilité qui est là, légalement, tu deviens responsable des gestes qui sont causés. Et ça, c'est pas encore acquis dans la tête des gens, là. Ah bah clairement. Et là, pareil, on avait une discussion avec des collègues. On aime bien titiller nos collègues. En fait, on les fait parler, puis après, nous, on analyse de notre côté. C'était les montres. Alors à chaque fois, on nous dit ah ouais, là les Américains, la base militaire qui a été découverte dans le désert, puis on leur dit oui, et puis en même temps l'état de santé de ces troupes potentiellement, parce que ces montres elles connectent, mais en général ils ont aussi leur cardio. Donc derrière, on est capable de dire s'ils sont en pleine forme ou s'il faut qu'ils continuent à courir parce que là il faut retravailler, hein, ça va pas du tout. Bon, maintenant. Nous, pour qu'ils retiennent, on leur parle pas de ça parce que ça, ils percutent pas trop. Par contre, on leur explique comment, pour une activité physique anormale, une épouse a divorcé parce que son mari a oublié d'enlever sa montre quand il la trompait. Là, ils retiennent. Bon, il suffit juste d'adapter l'exemple à l'auditoire, mais... Ouais, j'aime bien voir qu'Alexandre est complètement plié en deux de rire. Et effectivement, cet exemple-là est assez merveilleux, mais ça, on trouve ça... Bref... Ouais, ça fait un peu rire à côté, genre bon, la montre c'est comme les chaussettes, on l'enlève quand on arrive au lit. Voilà, on fait ça bien. Ouais, on a des slogans, quoi. Le mot de passe c'est comme un slip, tu le passes pas. Ta montre c'est comme ta chaussette, tu l'enlèves. Enfin, ouais, on a des slogans. Ton mot de passe c'est comme ta brosse à dents, tu ne partages pas. Voilà. C'est tout, oui. Ouais, ben c'est ça, c'est justement des images dans lesquelles on est habitué, dans lesquelles on est déjà sensibilisé, qui vont marcher. Sauf la montre au lit est assez excellente. Ah, j'aime bien. Donc, mais voilà, en fait, c'est là aussi, c'est que des fois, on a un discours dans la sensibilisation qui est trop générique et qui est pas adapté à la personne et à ses pratiques ou ses usages des technologies. Donc, à un moment donné, moi, j'aime bien quand on m'explique qu'il faut que je mette un mot de passe à 12 ou 13 caractères. Je dis, ouais, enfin, sur un smartphone, fais chier, quoi, parce que 13 caractères sur le petit clavier tactile et tout, c'est pas un clavier. Je fais donc à un moment donné, il faut aussi des conseils et une sensibilisation adaptée au support, à ce qu'on va utiliser, à nos pratiques et pas. Enfin, il faut que ce soit de la sensibilisation appliquée aux usages et pas de la sensibilisation générique. Et on a un peu trop de messages génériques, je trouve. Donc, ouais, ben c'est parce qu'on a beaucoup de gens dans notre domaine qui ont tendance à juste prendre des meilleures pratiques et ne les répéter avec aucune intelligence et aucune compréhension du réel. Puis j'ai eu à plusieurs reprises dans ma carrière de voir aller contre ce qui était considéré la façon de faire. Disons, les mots de passe longs, les changements aux 30 jours, et ainsi de suite. Tout ce qui était, dans le fond, le rituel qui était connu à ces époques-là. Dans lequel j'allais contre ceux-ci parce que, justement, les gens vont le noter sur un bout de papier. Donc, on défait tout l'avantage de un est détruit par la réalité. C'est sûr, on rit déjà, ils notent leur mot de passe en dessous de leur clavier. Oui, mais c'est parce que les gens ne s'amusent pas à retenir un nouveau mot de passe aux 30 jours. C'est pas plaisant pour personne. Quand on comprend que c'est comme ça, ben là, on agit en conséquence. Mais il y a des gens qui s'entêtaient à dire non, mais il faut changer aux 30 jours, puis même avec la preuve mathématique que ça changeait strictement rien, ils s'entêtaient malgré tout à vouloir adopter des comportements qui sont inutile face à l'humain, parce que l'humain va trouver une autre façon de dire qui, de nos jours, je vais juste rajouter un chiffre à la fin de son mot de passe, parce que si on le change au 30 jours, on va juste incrémenter le chiffre. Fait que là, le premier mois, c'est 1, le deuxième, c'est 2, c'est ça monte. Fait qu'ensuite, une fois qu'on connaît le préfixe, le restant, c'est facile pour l'attaquant, là. Fait que c'est une mauvaise compréhension de l'humain, une mauvaise façon de s'entêter à maudit mot de passe. Oh bah, des fois, il suffit juste on vise le faillot ou le kéké, on les flatte dans le sens du poil, ils veulent démontrer qu'ils sont trop forts, et puis là, ils vont nous dire « Ah bah moi, j'ai fait comme ça pour mon mot de passe ». Et là, on dit « Bah, vous êtes bon pour le changer maintenant ».
Ah, Ouais, mais mais vous autres, vous trichez parce que vous êtes des femmes, fait que vous flattez les messieurs, et les messieurs sont très faciles à Si leur ego amener est dans des vide, directions allez, hautes, là. mais d'où l'importance à un moment donné, de réfléchir. Ouais, Mais là, c'est difficile pour certains hommes de réfléchir, là, mais ça, vous savez, hein. c'est pas nous qui l'avons dit, hein. Mais t'es en train de dire qu'on exploite une faille des hommes? Ouais, d'ailleurs, dans les critères d'enquête de sécurité, justement, la sensibilité des hommes aux femmes est un des critères évalués, justement, parce qu'ils Oui. sont parfois trop faciles à convaincre. La gourmandise aussi. Oh là 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 là. Ça, c'est pour les femmes. Nous, c'est le chocolat. Ah, le chocolat, on est faillible. Oui, ou d'autres flatteries qui fonctionnent mais très bien aussi, là. Blague à part, en ingénierie sociale, on se rend bien compte que des fois, viser la personne qui en manque de reconnaissance et qu'on va flatter, on peut récupérer un max d'informations et elle peut même nous remplir une clé USB pour nous. Moi, j'ai vu dans des organisations une fuite d'informations par une secrétaire qui a été flattée par quelqu'un de l'extérieur. Donc, à un moment donné, elle est flattée, elle est invitée à un repas, on lui remet une clé USB, elle fournit tous les éléments et elle est toute contente d'avoir eu un rôle important sans se rendre compte, en fait, parce qu'elle savait pas qu'elle était en train de faire une grosse boulette. Parce que là aussi, à un moment donné, le fait de dire, tiens, toi, tu as un poste de secrétaire, t'es pas importante, donc je ne partage pas l'information avec toi. Mais non, l'information, elle est partagée par tous. Si on veut protéger, il faut bien que tout le monde soit sensibilisé sur ce qui est sensible dans l'organisation. Et c'est pas en faisant les autruches, en disant je leur dis pas, comme ça en fait ils savent pas et donc ils risquent pas. Si tu veux pas qu'ils sachent, fais en sorte aussi qu'ils aient pas de droit d'accès dessus. Ouais, c'est puis dans un milieu d'entreprise, c'est particulièrement problématique parce que les adjoints et les secrétaires sont généralement des gens qui ont énormément d'accès parce qu'ils sont en appui de professionnels ou de dirigeants. Et ces dirigeants-là ont accès à énormément d'informations, donc c'est des fois très sensible, leur permet d'aller beaucoup plus loin. Fait que oui, absolument, c'est un vecteur très facile. Et avec du chocolat en général, pour l'avoir expérimenté, ça marche assez bien. Ouais, pour un peu que tu connaisses aussi les dynamiques qui se jouent. Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce que la personne ne se sent pas considérée dans son travail? Est-ce que ceci c'est des choses sur lesquelles on peut appuyer très facilement. Ah, puis ça se sent très vite. Ça se sent hyper vite. Ça se voit très vite. Voilà, donc nous, ouais, mais au bout du compte, l'humain est très facile en ce sens. Ses émotions sont à fleur de peau, sont visibles. On s'agit d'être attentif moindrement. On voit justement la dynamique de voir qu'est-ce qui se passe dans la société en perspective. Et de toute façon, c'est sûr que les postes d'adjointe et de secrétaire sont généralement mal appréciés, disons, ne sont pas suffisamment appréciés à la valeur de ce qu'ils ont. Donc, ces personnes-là sentent qu'ils portent la société sur l'entreprise sur leurs épaules, qui n'ont pas la reconnaissance nécessaire, donc sont ultra faciles à convaincre les flatter. Et puis après, des fois, il y a aussi la fierté des familles. Donc, la fierté des familles qui fait que autour de nous, ça peut s'épancher, notamment sur les réseaux sociaux. Et des fois, il y a des personnes qui disent, mais moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Je fais, c'est pas parce que toi, tu n'y es pas qu'on parle pas de toi. Donc, c'est là aussi où il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut sensibiliser aussi l'entourage et qu'il est le rôle de chacun dès lors qu'on travaille sur des sujets sensibles ou dans des domaines sensibles, de prévenir autour de nous qu'il faut de pas parler de notre travail, de pas parler de ce qu'on fait, parce que sinon ça peut les exposer et nous exposer. Énormément, ça. Une des raisons pourquoi j'ai planté mon drapeau dans les médias sociaux, c'est justement pour pas que quelqu'un vienne prendre ma place et usurper mon identité. De deux, de savoir ce qui se passe aussi dans mon entourage, parce qu'on a tous des gens qui sont un peu plus négligents de ce côté-là, donc faut les voir agir pour être capable de les intercepter puis ensuite les guider vers de meilleures informations, parce que par malheur, ils peuvent justement divulguer des secrets
qu'on a divulgués à eux autres puis qui ne voient pas l'importance de ces secrets-là pour eux, du moins, là. Et en tout cas, là, puisqu'on parle sensibilisation, hein, autant on a su s'adapter quand même les messages pour les enfants. Je trouve qu'aujourd'hui, les seniors, alors qu'on va leur mettre de plus en plus d'objets connectés pour le maintien à domicile des personnes, mais c'est des personnes vulnérables qui peuvent qui peuvent faire l'objet d'escroqueries parce que voilà, elles sont un peu manipulables beaucoup plus facilement. Elles ont un discernement qui est peut-être un peu moins clair. On part du principe que comme elles peuvent avoir des troubles de la mémoire, on leur met pas de mot de passe, parce que, enfin, sur plein de raisons, je trouve que les personnes âgées sont des personnes voilà, la sensibilisation, l'approche de la cyber, alors qu'elles sont vulnérables, c'est pas encore parfait, quoi. On peut encore améliorer, hein. Oui. Et comme pour les personnes en situation de handicap aussi. Donc tout ce qui va être le numérique et l'accessibilité aux personnes fragiles, la fracture numérique, alors qu'on va de plus en plus sur de la dématérialisation des actions de services publics, je trouve qu'il faudrait progresser en matière de cybersécurité pour ces publics qui sont vulnérables, parce qu'il faut pas oublier que pour la justice, pour les juges, ces personnes vulnérables, si on les rend encore plus vulnérables du fait de solutions numériques, à quel point est-on complice d'une escroquerie ou d'une chose qui pourrait leur arriver? Donc, tu impliques le fait que les concepteurs pourraient devenir légalement responsables des problèmes dans lesquels ils mettent les gens? Ils le sont déjà, hein, puisque si on participe à aggraver le préjudice ou à causer un préjudice à quelqu'un, c'est-à-dire que maintenant, par les objets connectés, on met sur le numérique et on met à la disposition de hackers le fait que la personne, si elle utilise ce dispositif, c'est que déjà à la base, elle est vulnérable. Donc quand on voit par exemple tout ce qui va être fait pour les personnes en perte de mémoire pour stimuler la mémoire ou pour des choses comme ça montre que la personne sur un plan cognitif, elle n'est pas des plus à l'aise. Donc d'un seul coup, ça veut dire que tous les utilisateurs de cette solution sont potentiellement des personnes fragiles. Si je protège pas ou si je les accompagne pas ou s'il n'y a pas un accompagnement sur la protection de la vie privée, potentiellement j'en fais des cibles. Et en tout cas, nous, dans le droit, je suis responsable du préjudice que je cause à autrui. Et puis, sur le concepteur d'une solution numérique, si ma solution cause du tort ou participe au fait qu'il y ait du tort qui soit causé à quelqu'un, j'ai intérêt à avoir eu des conditions générales d'utilisation qui étaient claires, nettes et précises sur qui est capable d'utiliser ma solution. Parce que peut-être qu'à un moment donné, si la personne, elle est sur le plan cognitif un peu trop, la maladie dégénérative est un peu trop forte, peut-être que la personne, elle pouvait plus utiliser cette solution-là. Peut-être qu'il fallait autre chose. Est-ce qu'il y a eu des précédents qui ont été faits? Est-ce qu'il y a eu des jugements en ce sens-là, justement, qui ont envoyé des signaux clairs aux concepteurs que ça peut les suivre? Ou c'est encore, parce qu'au Québec, on a un problème, il y a plusieurs lois qu'on a, mais qui ne sont pas mises en application. Donc, les gens ne s'en servent pas pour faire valoir leurs droits. Donc, dès lors, on n'a pas l'avantage, on ne sait pas l'avantage de celle-ci. Est-ce que c'est la même situation où il y a déjà eu suffisamment de cas de faits en cours pour commencer à faire peur un peu plus aux concepteurs? Il n'y a pas eu pour le moment d'atteinte, mais bon, aujourd'hui, on va dire que non, il n'y a pas eu de jurisprudence. Maintenant, si on faisait le lien et que on se dit, tiens, je vais les impliquer parce que ça va permettre de mieux indemniser la personne pour le préjudice qu'elle a subi, je pense que ça peut faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, en domotique, se pose la problématique de la sécurité des éléments domotiques où on nous dit de toute façon ça dit que c'est allumé ou c'est éteint et ça en dit pas plus.
bah, je suis désolée, ça donne toutes les habitudes d'usage et de consommation en fait de l'habitat. Donc, si on sait quand les gens sont là ou quand les gens sont pas là, bah, potentiellement, ça nous dit quand venir dans le logement en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais, ben c'est ça. Ce que nous, on est habitués comme le weaponize, c'est-à-dire l'armement des informations est un art dans lequel on est beaucoup plus là. Les gens sont plus dans un état de bisounours, donc sont beaucoup plus difficiles à comprendre que toute information qu'on ne disposait pas avant peut mener justement à des actes dangereux pour les gens ou en tout cas dans ce cas-ci, c'est du vol sans risque d'être armé, c'est-à-dire sans que les gens soient là, donc c'est une plus faible peine de prison que si il y a possibilité que les gens sont là et qu'on blesse ou on tue des gens au passage. Et c'est pour ça que dans la gestion du risque, on devrait intégrer cette notion du détournement de ce que j'ai conçu. Quels seraient les moyens, quels sont les détournements possibles de ce que j'ai conçu et comment j'ai anticipé et prévenu ce risque de détournement. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle la conception de bonne foi, c'est-à-dire que j'ai anticipé les risques utilisateurs. Parce que, moi, quand on me dit voici un verre connecté qui aide pour lutter contre la déshydratation des personnes âgées. Je dis très bien. Maintenant, si tu penses que la personne âgée, elle va vraiment utiliser le verre que pour boire et qu'elle va pas le renverser par terre et qu'elle va bien et le verre se sera bien vidé parce que la personne a bu et donc les petits enfants peuvent suivre à distance si mamie ou papy boit bien tout ce qu'il faut et n'a pas de problème de déshydratation. Alors qu'en fait, il suffirait qu'ils viennent voir papy ou mamie et voir l'état de sa peau pour comprendre ou voir comment elle se présente physiquement pour comprendre que mamie ou papy ils boivent pas assez. Mais mamie et papy, ils sont pas fous, hein. Ils savent très bien que le cadeau fait qu'ils vont moins voir les petits-enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cadeau, ils vont pas l'utiliser normalement pour qu'il y ait quand même les petits-enfants qui disent, bon, j'ai voulu offrir quelque chose, mais il l'a détourné. Parce qu'il va dire, oui, je l'ai bien bu, mais non, il est quand même déshydraté. Bah oui, parce qu'en fait, il renverse le verre et puis toi, tu penses que bah non. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu viennes le voir et que le cadeau te dispense pas de la visite. Ouais, ça c'est une autre mauvaise habitude qu'on a de vouloir déléguer la technologie, la relation qu'on a avec les autres humains et entre autres notre propre famille. Donc je trouve que cette action-là est malsaine dans sa totalité là, plutôt que d'arriver à quelque chose. Ça, je trouve ça, en tout cas, bref. Mais c'est là où on se rend compte que autant la filière informatique et les ingénieurs informatiques, du fait du hack, arrivent à bien imaginer les détournements d'usage, autant les électroniciens, eux ont du mal à imaginer un détournement de l'usage. Alors des fois, on leur dit, les gars, faudrait peut-être travailler un petit peu plus ensemble. Alors déjà que tous les informaticiens, entre les développeurs, les architectes, bref, déjà entre eux, ils s'entendent pas tous bien. Mais dès lors qu'on est dans le numérique, il y a une notion de transversalité où non seulement il faut les ingénieurs, mais en plus, il faut des personnes qui travaillent sur les comportements humains, des personnes qui travaillent sur le juridique, parce que l'air de rien, tout ça impacte un cahier des charges. Et ça fait partie de la sécurité globale. Et pour moi, la cybersécurité, aujourd'hui, elle doit être vue de manière globale, parce que la moindre faille vient faire péter tout le projet. Ben c'est ça, c'est un autre corpus de connaissances, justement, là, de transversalité. Ce qu'on a peu ou pas développé avec les années en TI, du moins, puisqu'on ne regarde jamais les éléments comme on les regarde là, on regarde jamais comme son utilisation, on regarde jamais comme ça. On est vraiment dans notre corridor de conception. Là, tu parlais justement de l'électronicien qui ne regarde juste que le plan qu'on lui a donné, mais la personne qui a fait le plan précédent n'a pas réfléchi à la totalité. Donc, on est dans une chaîne de problèmes qui mène qu'on amène des systèmes sur
sur le marché qui sont inadéquats. On a juste regardé comment le milieu de l'ingénierie a évolué, disons, depuis les 100 ou 200 dernières années, où on a eu une panoplie de ponts qui sont tombés avant d'avoir des standards qui permettent justement que les ponts ne tombent plus maintenant et qu'on a une assurance que l'ingénieur qui passe sur le plan a fait les bons calculs, c'est sûr que c'est les bons matériaux, que tous les problèmes qui ont été précédemment trouvés, parce qu'il y a beaucoup de essais-erreurs là-dedans aussi. Là, il y a eu l'usage d'un tel boulon dans une telle circonstance a amené à un pont qui est tombé. Donc, il y a beaucoup de cette évolution-là dans laquelle on n'a pas encore, parce que notre milieu, notre domaine est quand même encore très jeune. Donc, toutes ces erreurs-là, mais on a la chance de les faire plus rapidement, mais de toute part, ça prend pas très vite de nos erreurs dans ce domaine, dans notre domaine, là. Bah parce que pour le moment, en fait, je pense qu'on n'imagine pas tout ce qui est possible. Parce que c'est encore quelque chose, on est en train de la vivre, cette transformation. Donc, on a encore des écarts générationnels où, moi, j'ai fait mes études, ça y est, le dinosaure va parler, mais il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc, aller faire des recherches dans une bibliothèque et puis aller ouvrir ses livres et aller voir une encyclopédie, moi, ça me parle. Les nouvelles générations, ceux qui sont en études actuellement, les bibliothèques, ils y vont parce que c'est un endroit où on peut se concentrer pour travailler, hein, mais c'est essentiellement Internet. Et là, aujourd'hui, on a des difficultés, c'est sécuriser leurs sources d'information et puis l'info-obésité. Comment, à un moment donné, arrêter de chercher et commencer à rédiger? Parce que franchement, les étudiants, ils sont encore plus à la bourre que nous, on pouvait l'être dans le rendu des devoirs. Hein. Donc, ça, aujourd'hui, là aussi, pour moi, quand on veut parler de cybersécurité, c'est aussi fiabiliser les sources d'information. Parce que Internet, c'est comme tout, hein, on voit de tout et de n'importe quoi. Et quelles sont les sources fiables d'information en matière de cybersécurité? Parce que la désinformation pour pouvoir trouver des nouvelles failles et récupérer de l'info, il y en a qui savent faire aussi. Hein. Oui, de toute façon, ça a été largement médiatisé par l'ancien président américain avec ses fake news et était probablement le meilleur propagateur de ces dites fake news-là en plus. Donc là, on a un problème assez évident de ce côté-là. Et au niveau de santé publique, on le voit aussi, là, toutes les mauvaises informations qui circulent sur Internet à propos des vaccins, à propos de la propagation, ainsi de suite, donc qui amènent les gens dans un état de vulnérabilité, même au sens de leur santé physique, prennent des mauvais choix sur de la mauvaise information en pensant qu'ils ont accès à de la bonne information. En tout cas, au minimum, je ne sais pas comment ils peuvent imaginer ça. J'imagine que ils n'ont pas la formation nécessaire pour les amener à capable de discerner justement quelqu'un qui fait juste ça pour être populaire. Parce qu'essentiellement, c'est comme ça que les fake news se font. Se basant, en tout cas, du moins, dans ces environnements-là, versus aussi des fake news qui émanent de certains États. Là, je veux dire, la France l'a vécu avec la dernière élection présidentielle où les Russes ont voulu, comme ils ont fait avec les Américains d'ailleurs, voulu changer les résultats de cette élection-là. De toute apparence, ça n'a pas et heureusement, ça n'a pas fonctionné en France, contrairement à ça a fonctionné aux États-Unis, pas sur les dernières, mais les précédentes. Là, cet élément-là. Donc, c'est très, très dangereux comme à quel point on est capable de transférer ça et à quel point, puis là, tant qu'à aborder ça, Facebook est mis sous les projecteurs présentement, justement parce que ils sont un moteur puissant de ces mauvaises informations-là et ils le savent et ils ne font techniquement pas grand-chose face à cette situation-là. Si, maintenant, il y a une mention. Peut-être que ceci est sujet à débat. Sur le domaine de vaccins, regardez le site de machin. Il met des petites mentions. Voilà. Donc, comme le RGPD. Mais c'est tout nouveau, ça. C'est justement parce que ça a fait débat pour la COVID, mais si on aborde les autres sujets qui sont litigieux, il n'a pas ces mentions-là. C'est vraiment juste sur celui-là. Surtout que moi, dans les quelques posts où je voyais ces mentions-là, les 3/4 des commentaires, c'est « Ah, comment ça, Facebook, là, il dit que c'est pas sûr d'où qui il est pour dire que l'information n'est pas vraie, machin. » Ça alimentait leur conspirationnisme. « Ah, même Facebook est contre nous. » Ah là là, les complotistes, attention.
Mais quand on voit aussi le manque de cohérence, en ce moment, on entend beaucoup, on nous dit ça, puis après on nous dit le contraire, et puis voilà. Mais j'ai eu le même cas sur de la cyber, c'est-à-dire que voilà, les salariés me disent ah, et on nous dit qu'il faut pas cliquer sur le lien. Et là, j'ai le RSSI qui envoie un message avec un questionnaire et il faut cliquer sur le lien. Mais est-ce que c'est un test pour savoir si je vais cliquer et je vais me prendre une cartouche, ou est-ce que c'est vraiment une enquête où il faut... Enfin, donc, à la fin, c'est compliqué. C'est-à-dire que on dit tout et son contraire parce que voilà, il fallait qu'il explique en amont qu'il allait avoir une campagne de sensibilisation et comment elle allait se passer et que les gens ne s'offusquent pas du message qui allait arriver. Je peux comprendre qu'il envoie un lien pour envoyer sur son questionnaire pour pouvoir gérer son questionnaire et faire une analyse des résultats plus rapide et plus efficace. Mais à un moment donné, il n'envoie pas un message comme ça, sachant que derrière, il n'y a pas de droit à l'erreur dans l'entreprise et que ça se fait cartoucher dès lors qu'on a cliqué alors qu'il fallait pas cliquer. Parce qu'ils font des tests pour voir si les gens sont vigilants. Mais quand on veut dire aux personnes qu'il faut pas cliquer sur le lien, on leur apprend à regarder et comment repérer un mail foireux. Sachant que maintenant, les mails foireux, bon, s'il est foireux, c'est que c'est vraiment fait par un couillon, mais maintenant, ils sont de qualité quand même, les mails foireux. Donc, là, c'est pareil. Enfin, moi, quand on me dit un CV en PDF qui est corrompu, bah, t'envoies ça à un RH qui est en campagne de recrutement, t'es sûr qu'il va cliquer. Hein. Et oui, c'est en plein, c'est tout le problème dans lequel on vit. Puis je le vois aussi très régulièrement. J'ai un de mes clients qui a soulevé cette incohérence-là que d'un côté, le RSSI dit ne cliquez pas, faites attention, on fait des campagnes. Puis de l'autre, ben, les principaux partenaires d'affaires de ce client-là envoient des fichiers par des URL sur des Dropbox et sur des Box ou c'est des OneDrive de ce monde. Et même OneDrive, c'est encore pire parce que les OneDrive sont largement utilisés par les malveillants pour propager leur code. Donc, ces gens-là reçoivent de façon assez importante, dans le cadre de leur travail, de gens qu'ils connaissent en plus. C'est d'autant plus le problème, les malveillants savent, fait que quand ils attaquent comme ça aussi. Fait que là, on se retrouve dans un contexte où ce qu'on éduque va au contraire au mode d'affaires. Donc, encore là, on revient encore sur le fait qu'on n'a pas les bons moyens pour aider les gens à prendre les bonnes décisions et les amener à agir de façon responsable face à cette situation-là. Pour ce client-là, on a trouvé une façon de changer la problématique et justement d'avoir une cohérence entre ce qu'on leur dit et les actions qui se passent. Donc, c'est en cours de déploiement. Mais ce n'est pas facile, puis il faut y réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, puis de mieux communiquer aussi. Là. Et puis bon, on accable le concepteur, mais après, tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais des fois, pour avoir des solutions qui nous sont présentées, ça me fait sourire de voir le PowerPoint de présentation et puis bah, des fois de regarder le RSSI et de lui dire est-ce que vous êtes serein avec ce qui vient d'être affiché là dans le PowerPoint et à un moment donné, enfin, je lui dis la prochaine fois, laissez pas faire le commercial parce que là, je vous rappelle que moi, ce qui compte, c'est ce qui est écrit et ce qui est écrit n'est pas à votre avantage. Donc, c'est vrai que des fois, le RSSI, quand il voit ce qui est projeté, il se décompose. Mais il peut pas dédire, il peut rien dire, il est obligé de vivre avec la grosse carotte qui vient de se prendre. Hein. Oui, j'ai été témoin de beaucoup de situations comme celle-là. Ça me fait beaucoup rire, même si ça devrait plus me faire pleurer parce que c'est juste c'est lamentable dans quel univers on est maintenant. Là. En tout cas, on a toujours été, mais c'est encore plus en apparence maintenant là, que ces éléments-là qu'on laisse passer des choses flagrantes. L'exemple type qu'on a au Québec, c'est Desjardins qui a fait fuiter 3 quelques millions, je crois, de dossiers que parce que c'était des éléments marketing. C'est encore là, c'est les gens au marketing avaient des accès élargis aux données de l'ensemble des clients de la compagnie.
Puis eux faisaient des études pour améliorer la profitabilité, fait qu'ils sont capables de se défendre leur volet parce qu'ils amènent l'argent, ils sont propices à ce genre de choses-là. Par contre, ces mêmes gens-là sont un peu négligents sur l'usage ou la manipulation de cette information-là. Depuis, cette entreprise-là a pris les démarches. Les gens en marketing ont perdu beaucoup, beaucoup d'accès depuis. Maintenant, ils doivent nécessairement mieux documenter leur démarche pour pas revivre une situation comme ça, mais ça leur a pris quand même une fuite de cette envergure-là pour dire au marketing, calmez-vous. Non, c'est pas comme ça. Votre plan, c'est un plan de relou. Ne faites pas ça parce que vous allez nous mener éventuellement à quelque chose de pire comme situation et ça va nous coûter beaucoup plus d'argent que l'argent que vous voulez nous faire gagner avec votre plan que vous pensez qui est un plan de ouf, là, mais qui n'est tout à fait pas du tout. Là. Mais il faut se méfier des fausses bonnes idées. Hein. Le FBI et compagnie. Hein. Mhm. Ouais, ça aussi, ça en est là, de tous ces raccourcis technologiques qui veulent être pris par les passes fiduciaires. Mais ça, c'est mondial comme problème. Là, mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, ils veulent des moyens technologiques invasifs qui pensent qu'ils vont obtenir des résultats qui généralement n'ont pas fait leur preuve jusqu'à présent. Là. Puis, en plus, ils recroisent beaucoup de bases de données qui permettent, parce qu'ils disent, ouais, mais j'ai anonymisé. Non, là, le recroisement de bases de données est tel que tu vas pouvoir réidentifier la personne. Parce que les puissances de calcul maintenant des machines sont quand même, c'est puissant. Et aujourd'hui, ils sont là, non, mais c'est bon, je garantis que c'est tout anonymisé et tout. Je fais, ouais, t'es gentil, mais pas du tout. Et en fait, comme ils font pas l'effort de comprendre comment la technologie fonctionne, ils se rendent pas compte des conséquences et de à quel point ils peuvent être intrusifs dans la vie privée des personnes. Donc, et parfois même, c'est retrouver des données de santé, avoir des infos sur. À partir du moment où je connais les habitudes de consommation d'une personne, je vais pouvoir avoir des infos sur son état de santé. C'est fou l'information qu'on est capable de dériver de ce qui existe dans les banques publiques maintenant, dans tous ces éléments-là. Ça en est dangereux. Puis je pense que si les gens étaient vraiment conscients de cette quantité d'informations-là, ils seraient peut-être, j'espère, plus prudents dans leurs choses, mais en même temps, les gens sont faciles de s'abonner à un plan de fidélité, même si celui-ci est au bout du compte, justement, qu'on revend nos informations de façon volontaire et consciente. Hermès qu'on a ici, c'est justement ça. On passe ça chez le commerçant. Et quand on passe à Hermès, le commerçant renvoie la liste de tout ce qu'on a consommé, on a acheté pendant cet achat-là. Il n'y a rien de gratuit. Là. Les 1000 qu'on a sont notre information vendue. Non, puis c'est comme de savoir nos déplacements, parce qu'aujourd'hui, quand on voit que notre smartphone est capable de dire partout où on allait traîner nos guêtres, à un moment donné, il y en a certains, on dit voilà, t'as fait tes petits déplacements et tout, tu peux m'expliquer pourquoi régulièrement, entre 17h et 19h, tu es à tel endroit. Mais pourquoi vas-tu dans un hôtel de 17h à 19h 2 fois par semaine? Explique-moi. Je croyais que tu étais en réunion. Ouais, là, t'avais des conversations sensibles dans un couple, là. Mais non, mais en même temps, c'est que dit de moi mon smartphone, à mon insu. Quand on voit aussi le fil d'actualité dans les smartphones et qu'il peut être en lien avec les conversations qu'on a pu tenir, nous, on fait réfléchir. Enfin, avec Alexane, quand on leur parle de la prise de conscience, on leur donne quelques petits exemples et après ils disent « Ah oui, m'arrivait ça, ah oui, m'arrivait ça ». Bon, pas pour l'hôtel de 5 à 7, hein, mais voilà, il y a des choses où... mais alors, en mettant une petite connerie de temps en temps, en fait, ils retiennent l'anecdote et le message qu'on a voulu faire passer. Et c'est vrai que nous, on leur dit que leurs usages sont tout à fait normaux, mais voilà comment ils peuvent être interprétés, voilà ce qu'ils nous apprennent d'eux. Et puis, c'est vrai que tu vas régulièrement à l'école chercher tes enfants, ton smartphone nous le dit. Donc, on sait que tu as des enfants. On n'a pas besoin d'aller craquer une base de données pour savoir que... Non, il suffit juste de savoir comment tu te déplaces. Donc,
Que disent de nous les photos des enfants sont dans les téléphones aussi, donc ça vient multiplier l'élément de ça. Puis j'aime bien l'anecdote. L'anecdote que moi j'aime bien donner aussi, c'est le geofencing aux États-Unis. C'est-à-dire que les corps de police peuvent demander à Google, ils le font, demander à toutes les personnes qui se retrouvent dans une zone spécifique selon une plage de temps définie, et tous ces gens-là deviennent des suspects automatiques parce qu'ils sont dans la zone où il y a eu un crime, que parce que le téléphone a été là, un téléphone Google dans ce cas-ci naturellement. Fait que tous les Android de ce monde participent à cet élément-là. Donc, c'est très inconfortable de savoir qu'à tout moment, aux États-Unis du moins, on est capable, s'il y a une enquête dans une zone parce qu'il y a eu un crime, mais qu'on a notre localisation, si on passe par là, puis d'ailleurs, il y avait le cas d'un monsieur, je pense, qui faisait son jogging ou son vélo là à tous les jours, donc il apparaissait de façon beaucoup plus importante dans la base de données qui a été sortie. Donc, il a été arrêté pour cette raison-là. Il a été relâché plus tard, mais le stigmate de se faire arrêter par la police, surtout de façon spectaculaire comme on voit aux États-Unis, peut laisser des traces un peu dommageables dans ta vie en général, avec l'employeur, avec le voisinage et avec notre entourage. Voilà, moi j'avais comme référence plutôt le gars qui avait pris 1000 smartphones dans une petite charrette et qui avait créé un embouteillage alors qu'il était dans un carrefour. Voilà, donc je fais là aussi, quand on comprend comment fonctionne la technologie, comment on peut faire de la désinformation, là aussi ça fait partie c'est pareil. À un moment donné, tiens, là-bas c'est une zone où il y a plein d'embouteillages. Non, c'est un resto routier, ils sont en train de faire la pause déj. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'embouteillage. Il y a juste les camions qui sont en pause déjeuner au routier du coin. Et c'est tout. Alors, c'est là où on se rend compte que, oui, la technologie, il y a des biais. Tout n'est pas parfait. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, on peut s'adapter. Mais si on n'a pas compris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on perd notre libre arbitre et notre esprit critique. Donc, à un moment donné, faut pas perdre la main sur la technologie, il faut comprendre, il faut éduquer. Et donc, pour moi, le cybermois, c'est sensibiliser certes sur la cyber, mais la sécurité, elle doit être globale. Et dans ce cas, il faut donner du sens. Il faut expliquer pourquoi on demande telle règle du jeu, telle règle de sécurité. Parce que si on rend pas responsables les utilisateurs, faut pas s'étonner qu'ils fassent des erreurs. Et ça arrive. Oui. Puis le pourquoi est peut-être ce qui est le plus manquant dans les explications que j'ai pu voir jusqu'à présent, parce que sans le pourquoi on doit faire les choses, les gens, ça colle pas. Ça reste pas dans la tête des gens parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de le faire s'ils ne voient pas les conséquences du non-respect. C'est comme me dire que la ceinture de sécurité on s'attache dans nos autos que parce qu'on va recevoir une amende. Non, la réalité, on s'attache pas parce qu'on va recevoir une amende. On s'attache parce qu'on veut protéger notre vie dans un cas d'un accident qui est imprévisible par nature. Oui, mais se protéger de l'invisible et de l'imprévisible, pour le moment, c'est pas dans nos réflexes reptiliens, hein. Mais ça va venir. Avec le temps. On va conclure sur ça. Encore très intéressant. On a vraiment été un peu partout encore. C'est super intéressant. Donc, je vous remercie à vous deux de vous être encore prêtés au jeu. Merci. Merci à toi surtout de nous laisser nous exprimer et partager nos travaux et ce qu'on fait, nos pratiques. Très intéressant. Et on se voit dans le vrai monde fin novembre. Ça va être très, très le fun. Dans le vrai monde. Dans le vrai monde, on en joue. On aura la même heure. On sera à la même heure. Pour une fois, oui. Tu pourras. Voilà, on se retrouvera à l'apéro. Là, on va vraiment se voir à l'apéro et non moi à mon café. Voilà. À la prochaine. À bientôt.